Ma présentation concerne les incidences environnementales de stratégies d'alimentation innovantes en élevage porcin. Ce travail fait partie d'un projet plus conséquent appelé EcoAlim et pour lequel des résultats intermédiaires ont d'ores et déjà été présentés les 2 années précédentes au JRP. L'alimentation animale est au cœur des bilans environnementaux des élevages. Elle engendre des impacts à l'amont de ces derniers, via la production des ingrédients utilisés pour nourrir les animaux. L'alimentation définit ensuite une excrétion qui va former des effluents d'élevage et leur gestion au bâtiment et au stockage va également participer à des impacts environnementaux. Ces 2 principaux postes expliquent grandement les impacts environnementaux de produits animaux au portail de la ferme, comme le montre l'histogramme suivant, et il a été construit à partir de résultats de la bibliographie. Au niveau de ces 2 postes, il existe également des leviers pour faire mieux. À l'amont, on peut produire des aliments avec de moindres impacts environnementaux, appelés éco-aliments. À l'élevage, on peut utiliser des stratégies d'alimentation par phase pour s'adapter au plus près des besoins des animaux et ainsi réduire leur rejet. Dans ce contexte, l'objectif de notre travail était de mesurer au sein de différentes stratégies d'alimentation l'efficacité des co-aliments pour réduire in fine les impacts environnementaux du porc. Nous avons ainsi modélisé des impacts, nous avons calculé des impacts environnementaux de kilos de porc moyen au portail de la ferme par modélisation et en utilisant la méthode d'analyse de cycle de vie. Nous avons renseigné 6 impacts, le changement climatique, la consommation d'énergie et de phosphore, l'occupation des sols, l'acidification et l'eutrophisation. Dans notre périmètre, nous avons considéré les élevages de porcs et la gestion des effluents, l'alimentation des animaux dans ces élevages, la production des aliments et la production des matières premières requises pour ces aliments. Ensuite, au niveau de l'engraissement, nous avons considéré 5 stratégies d'alimentation. Une stratégie biphase classique avec un aliment croissance suivi d'un aliment finition. 2 autres stratégies biphases avec une réduction d'une part de leur contenu énergétique et d'autre part en réduisant le contenu en acides aminés des aliments. Ces 2 nouvelles stratégies biphases étaient là pour assouplir des contraintes de formulation et permettre ainsi de réduire de façon plus importante les impacts en cherchant in fine à avoir une réduction Et enfin, nous avons considéré 2 stratégies d'alimentation multiphase, l'une gérée en groupe, l'autre en individuel. Au sein de ces stratégies, nous avons modélisé les performances techniques des animaux en utilisant le modèle Mogador. Pour chacune de ces stratégies, nous avons formulé 2 types d'aliments, des aliments standards formulés à moindre coût et des éco-aliments avec de moindres impacts environnementaux. Pour ces éco-aliments, nous avons utilisé la base de données EcoAlim, dans laquelle on retrouve les impacts environnementaux des principaux ingrédients utilisés dans les aliments du bétail. Et ces données d'impact ont été utilisées pour réaliser une formulation multi-objectif. Cette formulation s'appuie sur la fonction suivante. Elle a une composante coût classique et une nouvelle composante environnementale qui utilise 4 impacts environnementaux, le changement climatique, la consommation de phosphore et d'énergie et l'occupation des sols. L'objectif avec cette fonction est de réduire au maximum les impacts environnementaux pour une augmentation de coût minimale en comparaison du coût de l'aliment formulé à moindre coût. Nous avons réalisé cet exercice dans le 4 contextes économiques contrastés et pour 2 contextes de disponibilité en matières premières, l'un limité qui peut être considéré comme le contexte actuel et un contexte plus prospectif avec une disponibilité en matières premières assouplie appelée NLIM. En termes de résultats, tout d'abord, voici l'indice de consommation modélisé en engraissement pour les différentes stratégies d'alimentation présentées en relatif par rapport à notre référence qui est la stratégie biphase avec un aliment standard. Ce que nous constatons sans surprise, c'est qu'il y a une dégradation des performances avec la stratégie biphase énergie, de façon moins importante avec le biphase acide aminé, et nous avons des performances techniques très proches entre notre biphase classique et nos multiphases.
Par ailleurs, notre référence est elle-même proche des performances techniques mesurées dans la gestion technico-économique pour l'année 2015. Si on regarde maintenant les rejets d'azote par pore, sans surprise également, et du fait de la dégradation des performances techniques, on a également une augmentation des rejets par pore avec la stratégie biphase énergie, et à contrario, on a une réduction des rejets avec le multiphase en comparaison du biphase. Ça aussi, on pouvait s'y attendre, mais on aurait pu imaginer des réductions plus importantes. Et le niveau des réductions obtenues peut s'expliquer par le fait que notre référence peut finalement être qualifiée d'un biphase à basse teneur en protéines, puisque quand vous regardez la référence Corpen 2003 ou RMT 2016, vous voyez que nous sommes sur des rejets bien plus importants. Je vais maintenant vous présenter l'efficacité environnementale obtenue avec les éco-aliments. Sachant que ça va être des pourcentages de réduction d'impact avec toujours une comparaison à notre référence qui est le biphase aliment standard. Donc vous avez un axe horizontal qui est la réduction des impacts environnementaux à l'échelle de l'aliment, avec sur la gauche plutôt de faibles réductions, sur la droite de plus importantes réductions, et l'axe vertical est la réduction des impacts à l'échelle du porc au portail de la ferme, avec juste au-dessus du zéro des faibles réductions, en haut du graphique de fortes réductions et sous le zéro, une augmentation des impacts à l'échelle du porc. L'objectif est donc d'avoir une réduction d'impact du porc en sortie de ferme significative, donc on peut la fixer à 5%, pour un effort le moins important possible à l'échelle de l'aliment, parce qu'il s'agit bien de valoriser tous les progrès réalisés. Donc finalement de se situer dans cette zone grisée. Alors voici déjà les résultats pour les stratégies biphase en noir et biphase acide aminé en gris. Lorsque vous avez un astérix, c'est pour le contexte de disponibilité assoupli, NLIM. Les carrés, ce sont les impacts environnementaux de l'index environnemental de la fonction multi-objectif, donc avec les 4 considérés. Et le triangle, c'est l'impact eutrophisation. Donc on constate des résultats assez proches entre le biphase et le biphase acide aminé. On voit pour ces deux stratégies qu'il y a une dilution de l'efficacité environnementale entre l'échelle de l'aliment et l'échelle du produit. On voit également qu'on a des réductions plus importantes dans le contexte NLIM. Et lorsque j'ajoute l'impact acidification pour ces deux stratégies, on voit qu'il a un comportement différent des autres, et notamment qu'il y a une efficacité moindre à l'échelle du produit. Cet impact est plus dépendant de l'étape ferme que de l'étape production des aliments. Pour la stratégie biphase énergie, en comparaison du multiphase, on voit des bénéfices environnementaux effectivement plus importants à l'échelle de l'aliment. Par contre, on a une très forte réduction de ces bénéfices à l'échelle du produit, jusqu'à une possible annulation, voire augmentation des impacts. Enfin, pour le multiphase, on voit une efficacité environnementale moins importante que le biphase à l'échelle de l'aliment et à l'échelle du produit, et ceci est lié à des contraintes de formulation plus importantes. Par contre, pour l'impact acidification, on a une efficacité supérieure à l'échelle du produit, mais ceci n'est pas permis par l'éco-aliment, mais vraiment par la stratégie d'alimentation elle-même. En termes de composition des aliments, on voit ressortir des tendances communes lors du passage d'aliments formulés à moindre coût sur la gauche du graphique à des aliments formulés avec la méthode multi-objectif. Donc dans les éco-aliments, on a une moindre incorporation des céréales. Et à l'inverse, on a une augmentation des coproduits de B et du pois. On a des spécificités au sein des différentes stratégies d'alimentation. Pour la stratégie biphase énergie, on a donc réduit son contenu énergétique, ce qui a engendré une diminution des incorporations en céréales par rapport au biphase, et ce qui a permis une entrée de matières fibreuses comme les pulpes de betterave. Pour le multiphase, on a cherché à réduire le contenu en protéines des aliments, donc on a réduit l'incorporation de tourteaux, et à l'inverse, on a donc augmenté l'incorporation en céréales, ce qui a permis un niveau énergétique de l'aliment significatif, et donc ça a permis aussi l'entrée d'ingrédients comme les pulpes.
En conclusion de ce travail, les éco-aliments en porc sont une bonne pratique environnementale complémentaire des autres, avec pour autant une efficacité actuelle relativement limitée, mais avec un potentiel intéressant si on avait une disponibilité supérieure de matières premières écologiques. Et on pourrait aussi augmenter cette efficacité à très court terme si on intégrait les autres stades physiologiques au-delà de l'engraissement, notamment avec le tonnage important des aliments gestantes, on pourrait vraiment améliorer l'efficacité globale à l'échelle de l'élevage. Ce que nous avons vu également, c'est qu'un assouplissement des contraintes nutritionnelles pour avoir de plus grands bénéfices environnementaux n'a pas été possible. Donc ça a effectivement permis de réduire encore plus les impacts à l'échelle de l'aliment, mais tout a été perdu à l'échelle du produit. Et on a vu également avec le multiphase qu'il est difficile finalement de concilier des bonnes pratiques amont et aval, et que les contraintes supplémentaires de ce multiphase a un peu bridé les possibilités au niveau des éco-aliments. Pour tous ces résultats, ils peuvent être pris en compte par les fabricants d'aliments puisque les données éco-alim sont accessibles dans différentes sources et notamment des sources largement utilisées par les fabricants comme les tables d'alimentation. Et pour eux, il est nécessaire d'aller au-delà de la tonne d'aliments et d'intégrer la valorisation de l'aliment par les animaux. Et ce qui se passe également au niveau de l'élevage, comme le montre ce travail. Et il leur faut également considérer l'ensemble des filières animales conjointement, notamment dans des territoires comme le Grand Ouest, on a une forte densité animale. Je vous remercie de votre attention.